Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une émission, vous vous en doutez bien, qui sera consacrée aux conséquences économiques, macroéconomiques, financières. Enfin, il y a énormément de choses à dire, évidemment, dans notre champ, notre seul champ économique, autour de l'invasion russe en Ukraine. Seule émission de la semaine, d'ailleurs. On partira en rediffusion mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis on se retrouvera en direct lundi. C'est parti pour 1 heure. Enfin, en direct, pas... Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais il faut le préciser là, parce que tout ce qu'on va dire, notamment sur cours du rouble, etc., réaction des marchés, on enregistre entre 12h30 et 13h30, voilà, très exactement, de ce que vous pouvez regarder à partir de 18h sur Bismart, et puis de toute façon, quand vous le voulez, ensuite, sur notre site internet, même un peu avant d'ailleurs, sur notre site internet. Voilà. Donc, tout cela étant important pour préciser les cours qu'on va donner, notamment sur le rouble, et qui vont évidemment évoluer au fil de l'après-midi, même si j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont joués. Wilfried Galland est avec nous. Salut Wilfried, stratégiste, Montpensier Finance. Le directeur général de Rexecode, Denis Ferrand. Salut Denis. Erwan Tizon. Salut Erwan. Salut, directeur des études de l'Institut Sapiens. Donc... Tiens, on va montrer une image, alors une image qui date de tôt ce matin, donc sur la chute importante du rouble. Je me tourne vers vous, Wilfried, c'est le point saillant de ces dernières heures sur les marchés depuis... C'est en tout cas la résultante très importante de ce qui est en train de se passer. Voilà. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est le facteur, je ne sais pas si on va le voir. Oui, sans doute, on va le voir. Là, donc, encore une fois, à 12h30, toi, tu as quitté 118, tes salles de marché il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et donc, on était sur une chute de quoi, 40% à peu près de la valeur du rouble. À peu près, oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le rouble... c'est une histoire, depuis 1991, c'est une histoire de baisse absolument considérable. Depuis 1991, il a perdu 98% de sa valeur par rapport au dollar. Donc déjà, depuis 1991, c'est déjà considérable. Et ensuite, ça s'est accéléré au fur et à mesure des velléités de Vladimir Poutine, justement, de pousser son avantage stratégique. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, fin 2013, donc juste avant les événements de Maïdan en Ukraine et avant, donc, évidemment, l'annexion de la Crimée, on est à 33 roubles pour $1. 33 euros pour $1. À la fin de l'année 2014, janvier 2015, donc Poutine a annexé la Crimée, il y a eu les événements de Maïdan. Là, on est à 66 roubles pour $1. Donc, on a perdu la moitié de la valeur. Avant les événements qu'on a connus, on était à peu près à 75 roubles pour $1. Et là, ce matin, on est à 118 roubles pour $1. Donc, l'appauvrissement du pays, en raison justement de cette volonté de puissance, est absolument considérable. C'est-à-dire qu'on voit bien le choix qui a été fait par la Russie de dire « je suis une grande puissance » quitte à être en fait une grande puissance pauvre. Donc la question maintenant évidemment qui se pose et qui va se poser à tout le monde, c'est est-ce que par rapport à ça, des sanctions économiques, aussi puissantes soient-elles, sont capables de faire dévier de sa course quand on voit d'où on vient? Et moi j'en suis pas sûr en fait. Mais attends, juste autant je comprends là, l'effondrement du rouble, d'ailleurs, mais on va y revenir, parce qu'il y a des sanctions qui ont été prises directement sur la Banque centrale de Russie. Donc tu comprends là, sur ces dernières heures, mais ton glissement depuis 2013-2014, il est dû à quoi, en fait Parce qu'on est sur une économie, mais on va le décrire là aussi, enfin, et puis si vous suivez les affaires économiques, je pense que vous avez suivi ça, on est sur une économie qui... C'est presque renforcé, en fait, ou diversifié, en tout cas, sous le coup des sanctions depuis 2014. Non, elle a diversifié les canaux avec lesquels elle fonctionne, mais en revanche, l'économie russe, en termes d'économie productive, c'est considérablement affaibli. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... Donc moins de capitaux extérieurs. En fait... Alors, effectivement, la caractéristique de l'économie russe, c'est d'abord une dette publique qui est faible. Aujourd'hui, on a à peu près 18% de dette sur PIB, donc pas de souci de financement, une balance des paiements excédentaire grâce effectivement à toute la partie matières premières, et aussi au fait que depuis 2014, l'effet des sanctions
renforce pour le régime de Poutine la volonté absolue de ne pas dépendre de l'étranger et de moins en moins, donc d'avoir cette diversification. Mais d'un point de vue de l'économie productive, de ce qu'on appelle le potentiel de croissance, il n'y a pas eu du tout d'investissement dans ce potentiel de croissance. Et donc l'économie s'est considérablement affaiblie. Et au fur et à mesure qu'on renforçait le secteur non productif, qui est le secteur manufacturier lié aux armes, c'est ça, en fait, la défense, l'agriculture, parce qu'on nous dit partout qu'ils sont autonomes en blé, en viande, oui, tout à fait. Effectivement les mines, l'énergie, et basta, quoi. Et en fait, tout ce qui est propre à renforcer la puissance souveraine du pays, sans nécessairement avoir en tête, par exemple, la nouvelle économie sur la partie technologique. Ils sont très faibles sur la partie technologique. C'est intéressant. Denis, je t'en prie. Oui, sur ce point, en fait, sur l'évolution du rouble, il faut aussi le regarder par rapport à l'équilibre général de l'économie. À savoir qu'on sait que l'économie russe, c'est une économie qui présente un trait assez particulier, qui est celui d'avoir un excédent budgétaire. Et il n'y a pas de problème de financement. Grâce aux excédents pétroliers, grâce aux excédents pétroliers. Mais justement, la dépréciation tendancielle du rouble, qui a intervenu en 2014, il y a les événements ukrainiens, mais c'est aussi 2014, c'est aussi l'année où on a un effondrement du prix du pétrole qui intervient. Et la dépréciation du rouble est aussi un moyen de maintenir les recettes budgétaires. On sait que les recettes qui viennent de l'exploitation du pétrole, du gaz, constituent l'essentiel des recettes de l'État. Et donc, qui sont celles payées en dollars, hein, il faut bien le préciser. Hein, voilà. Alors, le pétrole est payé en dollars, mais le budget, il est fait en roubles. Oui, tout à fait. Donc, ce faisant, c'est un moyen aussi, la dépréciation du rouble était aussi un moyen de pérenniser une situation des finances publiques relativement saine. La question ensuite, donc faite volontairement par le régime. Faite volontairement. Il y a une partie d'acceptation dans la dépréciation. Je comprends. Une partie qui intervient. Maintenant, comme le dit Wilfried, qu'est-ce que l'on fait de ces excédents budgétaires ? Est-ce qu'on en profite pour façonner une économie qui a de la consistance, qui a une capacité à se projeter à l'extérieur ? Or, bien, d'accord, il y a de l'agriculture. Une capacité à se projeter à l'extérieur, ça dépend comment tu... Oui, je suis d'accord. Tu entends l'expression, tu vois, je vais Denis. peut-être revenir, je vais l'oublier, cette expression. Oui. D'accord. Mais on est quand même sur une économie qui ressemble quand même assez furieusement à l'Arabie Saoudite sans le soleil, sans le sable. Et c'est un peu ça ce qui est le propre de l'économie russe. Il suffit de regarder, quand vous avez les 2/3 de vos recettes d'exportation qui sont expliquées par le pétrole et par le gaz, bon, il y a quand même comme un sujet. Et quand vous ajoutez les métaux et les matières premières agricoles, vous avez 80%. Et de mémoire, la moitié des recettes fiscales, je crois. Erwan ? Oui, un tout petit bémol sur le numérique. Hein. La Russie s'est quand même vachement diversifiée sur son secteur des nouvelles technologies. Ils ont leur propre géant numérique. Hein. Je vais citer VK, qui est l'équivalent de Facebook, hein, qui a un énorme siège social sur la Nevsky, qui justement surplombe un petit peu tout le reste. Je parlais plutôt des puces, en fait. Ah oui, sur les puces, oui, bien sûr. On a quand même bien sûr. Voilà, mais on est tous dans l'idée quand même de gars qui sont assez géniaux et sont capables de mettre par terre. Mais pas sur, au sens justement investissement, par exemple chinois, sur la souveraineté. Oui, bien sûr, sur les composants premiers, c'est ça que j'avais en tête. Sur les applications, ils sont. D'ailleurs, c'est très drôle quand vous allez là-bas dans n'importe quel télémoc, c'est l'équivalent d'un McDo en fait, mais russe. Vous avez des bornes multiservices où vous payez à la fois votre abonnement téléphonique, votre loyer, commander une pièce d'identité. Enfin, ils ont un habitus numérique assez sympa. Alors qu'en parallèle, vous avez des mecs qui actionnent mécaniquement et manuellement des feux rouges pour justement soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Donc c'est aussi la dichotomie justement de ce pays. Après, sur on se pose beaucoup la question de l'efficience. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui sont plus ou moins pro-russes en France qui disent que ça sert strictement à rien ce qu'on est en train de faire, etc. Attends, on va y aller dans le détail. Vas-y, si tu veux, mais restons sur le rouble de la Banque centrale. Parce que et justement, c'est lié parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette guerre justement monétaire avec les interdictions qui frappent la Banque centrale russe de dire vous ne pouvez plus racheter vos propres actifs, on gèle quelque part vos actifs. Voilà. C'est le nerf de cette nouvelle guerre justement. On sait très bien que militairement, c'est pas sur le terrain que ça va se jouer justement. Ce que jouent un petit peu les Occidentaux, c'est de dire on va essayer de jouer le pourrissement à l'intérieur justement de la Russie. Et là, on va frapper deux piliers qui sont l'opinion publique et les oligarques russes. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Parce que faut savoir qu'en Russie, quand vous allez sur place, vous n'avez pas de chaîne d'information qui commande toute la journée les déclarations du sous-secrétaire d'État aux personnes âgées. On l'a vu. Vous avez un habitus politique qui est beaucoup moins fort que ce qu'on peut avoir chez nous en Europe. En fait, les Russes votent pour deux choses. Ils votent pas de la même façon que nous, on vote en France. Mais quand ils votent sur deux questions centrales. Comment l'image de la Russie s'est-elle améliorée d'un point de vue international ces dernières années et comment mon pouvoir d'achat a augmenté ou s'est amélioré. Et là, en fait, du coup,
coup, c'est un petit peu le contrat social tacite, c'est-à-dire on vote pour un pouvoir qui nous assure ces deux piliers-là, et en échange, on s'en fout de quelque part, on s'assoit un petit peu sur le processus démocratique. Et là, ces deux piliers, justement, sont en train d'être complètement effondrés. L'image de la Russie s'est complètement affaiblie ces derniers jours. Vous avez énormément de personnes du milieu culturel, notamment, et sportif en Russie, qui sont en train de démissionner, que ce soit vous avez des démissions à Bolchoï, vous avez des démissions dans les différentes fédérations qui vous disent, nous, en fait, on refuse justement cet effritement de l'image du russe. Et vous avez vous avez des files d'attente aujourd'hui sur les grandes places, que ce soit à Saint-Pétersbourg, mais surtout à Moscou, pour retirer de l'argent. Il vous faut 3 quarts d'heure, 1 heure d'attente pour retirer de l'argent. Un argent qui, du moment où vous commencez à faire l'accueil, du moment où vous commencez à retirer vos roubles, perdent justement de leur valeur. Donc du coup, ces deux piliers-là sont en train de s'effriter. Donc là où les sanctions sont très intéressantes, c'est qu'en fait, en visant justement le pourrissement de l'opinion publique et en visant les oligarques qui, du coup, ne peuvent plus aller faire passer leur week-end à Courchevel et boire une coupe de champagne sur la Côte d'Azur, et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont en train justement de faire en sorte qu'il y ait une révolution de palais qui puisse s'opérer pour justement avoir un affaiblissement de... Et c'est pour ça que le rouble, en fait, c'est peut-être c'est peut-être ça l'arme nucléaire dont on dispose, nous. C'est le bank run. Alors, tu es dubitatif, mais c'est vrai que... l'histoire du bank run. Donc, alors, juste, on allait aussi loin que ce qu'on pouvait. On le précise donc, effectivement, gel des avoirs de la Banque centrale russe, de ceux qui sont à l'étranger, enfin dans les pays occidentaux, voilà, dans les pays occidentaux concernés par ce gel. Le Japon participe à. C'est un tiers à peu près des réserves. C'est un tiers des réserves. Il y a à peu près 640 milliards de dollars des réserves au total de la Banque centrale russe, dont environ un peu plus de 200 milliards de dollars qui sont effectivement en dollars et en euros et donc à l'extérieur. Voilà, donc ça, premier point. Puis deuxième point, alors ce truc dont on parle maintenant très très largement depuis quasiment une semaine, SWIFT, et donc on sort les banques russes du système de paiement et de règlements internationaux, là encore des pays qui participent à cette affaire. Effectivement, est-ce que l'idée, c'est pas qu'on cherche un bank run à provoquer un bank run on cherche... qui là est compliqué à gérer pour toutes les économies développées quand même les Russes. On cherche par tous les moyens à affaiblir l'économie et donc le pouvoir russe. Je suis totalement d'accord avec Erwan, ce qu'il vient de dire. Et ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans l'histoire, des sanctions similaires sur des banques centrales, il y a eu 3 banques centrales simplement qui ont été ciblées, la Corée du Nord, le Venezuela et l'Iran. Donc on n'est pas sur des tailles comparables. Donc, non, mais en tout cas, c'est ce degré d'ostracisme qu'on est aujourd'hui en train de mettre sur l'économie russe. Toute la question qui va se poser, effectivement, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est qu'on a eu un effondrement du rouble en 1998, puisque je rappelle que là, aujourd'hui, tout le monde dit la Banque centrale russe a monté ses taux à 20%. En 98, on était sur des taux de dette à court terme de 60%. Donc c'était encore bien supérieur. Et on a envoyé par terre le fameux fonds, le hedge fund LTCM, qui a failli faire tomber l'intégralité du système. Il a fallu que la Banque centrale de New York rassemble toutes les banques d'affaires américaines autour de la table en disant vous prenez votre part. Seul Bear Stearns a refusé d'ailleurs pour l'anecdote. Vous prenez votre part des paumes pour éviter que ça s'effondre. Donc il faut vérifier quand même que ce système-là, on le maîtrise bien. C'est-à-dire qu'on est en train quand même si la Russie s'est progressivement isolée depuis 2014 du système, comment est-ce que ça va se gérer en termes de swap de contrepartie entre les différents acteurs financiers. On sait que les banques centrales vont devoir donner des lignes de liquidité en dollars, en euros. Partout quand même que l'exposition des banques occidentales, y compris Société Générale, est quand même très 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 réduite aux banques russes aujourd'hui. Oui, n'oublions pas que lorsqu'une banque tombe, l'exemple assez récent de Lehman Brothers, où effectivement on avait ce type de commentaires en disant finalement il y a très peu d'exposition. En fait, ce qu'on a vu, c'est que via des produits qui étaient assis sur des actifs garantis par ces banques-là, en fait, l'exposition était de facto plus grande et on avait du mal à savoir qui portait le risque. Je pense qu'aujourd'hui, le risque est bien plus limité parce que justement, depuis 2014, la Russie a fait énormément d'efforts pour se déconnecter progressivement du reste du système financier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ces sujets-là. Mais on va le savoir au fur et à mesure du temps. Là, la fameuse résolution LTCM en 98, ça a pris plusieurs mois pour avec des à-coups de marché, pour qu'on sache exactement comment est-ce que ça allait se résoudre. Donc attention à ça quand même. Denis ? Oui, c'est vrai que c'est vraiment cette... c'est passionnant parce que on a déclenché un truc dont on ne mesure pas forcément les conséquences. Mais moi, j'ai bien aimé, je crois que c'est une clé importante, c'est le chef économiste de COFAS, je crois, qui a dit ça récemment. Il ne peut pas y avoir de sanctions valables qui ne nous touchent pas nous-mêmes. Bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr. Il y a un On ne effet peut pas boomerang être étanche. Voilà, c'est impossible, on est d'accord. Ouais. Ouais. Et c'est là que l'on voit d'ailleurs la schizophrénie. Il y avait ce sondage qui a été évoqué ce matin avec une volonté assez forte dans la population d'augmenter les sanctions. Mais en revanche, dès lors qu'elles vont toucher le pouvoir d'achat, on est beaucoup plus réticent à voir ces sanctions s'imposer. Donc on retrouve un peu cette schizophrénie. Quel est le véritable prix des valeurs que l'on professe. Mais c'est vrai que pour compléter sur ce que disait Wilfried, toute la question est bien de savoir aujourd'hui qui est-ce qui va être pris sur la photo des paumes qui vont intervenir, parce que on voit bien actuellement ce sont plutôt les bancaires qui sont en train de souffrir sur les marchés. Oui. Qui est-ce qui porte encore dans ces bilans? Société Générale, c'est fait quand même. Ils ont bien dégusté à la fin de la semaine dernière. On sait sur les fonds, c'est à peu près stabilisé. Il y a des sur les fonds, c'est moins. Exactement. En fait, toutes les questions, c'est qui porte dans les fonds. Dans les fonds privés. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, on sait, la Société Générale, Raiffeisen, Unicredit, tous les noms ça, c'est contrôlé, ça, c'est suivi. Voilà, c'est contrôlé, c'est suivi. Mais pour le reste, on ne sait pas. Qui porte véritablement la dette in fine? On va savoir. En fait, on va le savoir. Mais alors, ce qui est très intéressant pour rebondir sur ce que disait Denis à l'instant, c'est que, en fait, le vice-premier ministre néerlandais, qui est quand même réputé comme étant extraordinairement strict sur les finances publiques et sur l'inflation, on lui posait la question hier sur mais est-ce que ça va pas, question vraiment d'un journaliste néerlandais, quoi, mais est-ce que ça ne peut pas quand même renforcer l'inflation? Bon, évidemment, la réponse est oui. Mais on se posait nous-mêmes la question autour de ce plateau jeudi après-midi. Et donc le vice-premier ministre a dit l'inflation plus importante sera probablement le prix à payer pour combattre Vladimir Poutine. Exactement. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de savoir qu'effectivement, le prix à payer, on va le retrouver chez nous. Oui, mais alors les gars, là. Oui. Tant qu'on achète son gaz en dollars, c'est-à-dire, là, il y a quand même un moment où nos sanctions, elles-mêmes, on va dire, notre détermination, le test de notre détermination, c'est quand même cette histoire de gaz. C'est la raison pour laquelle... on est dans une schizophrénie totale. On vient de décrire là des sanctions financières et monétaires sans précédent. Mais c'est la raison pour laquelle Robert Habeck, donc ancien patron des Verts en Allemagne et ministre de l'économie allemand, a dit hier soir qu'en fait il était prêt à reconsidérer la fin du nucléaire en Allemagne. Donc effectivement, c'est disant non, on va peut-être pas arrêter les centrales. Il en reste 3 à fermer, c'est ça. Voilà. Donc, mais effectivement, ça n'est que marginal, mais je pense qu'on sait qu'il va falloir traiter ce problème, qu'à un moment donné, soit on accepte d'avoir plus froid, soit on dit les sanctions, c'est à moyen terme, ou voilà. Donc c'est un véritable sujet. D'autant que pour compléter sur le rôle des banques centrales, en fait, couper l'énergie, couper l'approvisionnement en dollars, serait aller encore un peu plus dans le sens de ce que l'on fait vis-à-vis de la Banque centrale. Ah ben oui. Parce que la Banque centrale, en fait, justement, demande aux entreprises russes de remonter les devises à destination du système central des paiements russes. Donc, forcément, si on continue de payer du gaz et on va continuer de le payer en devise forte, eh bien, à ce moment-là, c'est aller contre ce que l'on met en place vis-à-vis de la Banque centrale. Erwan, cette histoire... Parce que la schizophrénie, elle est des deux côtés. Du côté de ceux qui payent en dollars et du côté de celui aussi qui continue à envoyer du gaz aux démocraties européennes qui, par ailleurs, essayent de le ruiner. Même pendant la guerre froide, vous aviez encore des échanges entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Il faut toujours séparer l'économie de la guerre. À ce niveau-là Non, mais le problème, c'est qu'il y a une interdépendance. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ce week-end la création d'une Europe de la défense. Je rappelle, 52, 53 ans. Je vais très vite, là, tu vois. Ah non, mais t'as raison. Attends, restons sur l'énergie, là. Non, mais justement, on va y aller sur ton Europe de la défense. Justement, peut-être qu'on est en train aussi de créer une Europe de l'énergie. Ce soir, vous avez Emmanuel Macron qui reçoit Ursula von der Leyen et le Premier ministre allemand, justement, le chancelier allemand, justement, pour discuter de cette question énergétique. Vous avez ce matin le DG de Renault qui s'est dit, de toute façon, moi, je mets mon expertise à disposition. Si jamais il y a besoin de repousser le démantèlement de certaines centrales, puisqu'il y a 2023, 2024 en Allemagne, 2025 en Belgique, moi, je peux le faire. Je peux même, si vous voulez, vous montrer comment est-ce qu'on peut en construire de nouvelles très rapidement. La Belgique, attention, parce qu'Engie a prévenu que, en fait, la différence de l'Allemagne, Engie est très claire sur le fait qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi en Belgique et qu'on est obligé de les fermer. Mais c'est plus possible.
Non, là-dessus, ils sont catégoriques. En période de guerre, on peut toujours justement avoir de l'imagination, ou en tout cas... Avec le nucléaire, je suis pas sûr. L'imagination avec un réacteur nucléaire... Je suis pas expert là-dessus, mais vu que c'était 2025, le début de l'infléchissement de la... Non, faut pas regarder. De la même façon que tu vas dire à EDF, malgré les fissures, de rallumer les trucs. Non, tu peux pas. Mais donc du coup, c'est pour ça que le fait d'être justement dans le piège russe par rapport au gaz... Exactement. En plus, il y a des vidéos, il y a plein d'archives qui sortent sur les réseaux sociaux ces derniers jours, justement là-dessus. Il y avait Vladimir Poutine, une déclaration de Vladimir Poutine absolument hallucinante devant des dignitaires allemands, justement, qui disait de toute façon, vous êtes en train de vous mettre pieds et poings liés en refusant le nucléaire et en action. Donc il leur dit clairement, c'était 2013-2014, il leur dit, moi je suis ravi de cette décision et je l'accueille avec grande joie. Donc tu vois, Scholz donc a dit hier soir, on va construire en accéléré des terminaux pour le gaz naturel liquéfié. Faut 2 ans pour faire un terminal de GNL, point à la ligne, quoi. Même si tu mets toutes les équipes de BMW et d'Audi à faire ton terminal, quoi. Faut 2 ans, faut 2 ans. Est-ce qu'on a décidé même si c'est Elon Musk qui fait le terminal. Quand est-ce que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire? En 2011. Depuis quand y a-t-il des sanctions vis-à-vis de la Russie? Depuis 2014. 2 ans pour construire des terminaux méthaniers. Bon, voilà, je pense qu'il y a aussi un défaut d'anticipation sur lequel les Européens ont quand même sérieusement à se pencher. C'est clair. Et donc on vit tranquillement avec cette schizophrénie, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et on peut penser que cette crise va continuer à évoluer avec nous qui payons le gaz et eux qui nous livrent le gaz. Ouais, probablement, mais pour rebondir sur ce que disait Erwan, il ne faut pas oublier quand même que dans l'Union européenne, il y a un pilier de l'Union européenne qui existe toujours, qui s'appelle Euratom, qui est le pilier de l'énergie nucléaire, qui a été signé en 1957, mais qui reste toujours en vigueur, et dans lequel les Allemands sont. Alors, ils ne sont jamais sortis. Hein. Et il stipule quoi, ce pilier? En fait, c'est le même, c'est un peu la même organisation que la communauté du charbon et de l'acier à l'origine. C'était pour échanger des informations sur le nucléaire et construire une Europe du nucléaire en imaginant que, déjà à l'époque, le charbon allait progressivement péricliter et surtout, on allait devoir s'approvisionner à l'extérieur et donc avoir des problèmes de souveraineté et de dépendance en Europe. C'est quand même assez visionnaire à l'époque. Et donc l'Italie qui encore... C'est quoi? C'est 57, 58 ça? 57, et ça existe toujours. Donc en fait, les infrastructures existent pour essayer de construire cette nouvelle... Oui, mais enfin bon, là... il faut du temps. Non, mais mieux vaut tard que jamais. Un terminal méthanier, c'est 2 à 3 ans. C'est Pouyanné qui a donné ce chiffre. Hein, voilà. Donc c'est 2 à 3 ans. Les centrales nucléaires, c'est 6 ans. Oui, au mieux. Au mieux. Vas-y, Denis, je t'en prie. Sur l'énergie, alors il y a le problème des méthaniers, enfin des terminaux pour les méthaniers. Il y a aussi la question de la capacité à produire. C'est assez intéressant de regarder comment se sont exprimés les États du Golfe. Enfin, en l'occurrence, un État du Golfe qui était à l'ONU et qui s'est abstenu au moment du vote vis-à-vis de la Russie. C'était les Émirats Arabes Unis. Et quand il y a actuellement une pression américaine importante pour augmenter la production de pétrole, je ne parle pas du Qatar qui est encore sur une autre problématique, mais pour l'augmentation du pétrole, pour l'instant, l'Arabie Saoudite fait la sourde oreille. Donc il y a aussi un jeu géopolitique qui n'est pas évident. Peut-être que c'est parce que la Chine va commencer à bouger et à dire aux États du Golfe, bon écoutez, il faut peut-être augmenter votre production, qu'à ce moment-là, on aura un peu d'accroissement de cette production. De manière très intéressante, je regardais juste avant, parce qu'il y a le cours du rouble à regarder, il y a aussi les taux de fret maritime qui sont à regarder. Jusqu'à présent, dans les taux de fret maritime, c'était que les porte-conteneurs qui avaient flambé l'année dernière, on sait l'envolée qu'il y a eu. Depuis quelques jours, on voit le prix des tankers qui commence à monter très fortement également. Donc, les jeux de substitution, il ne va pas être vraiment évident à mettre en place. Sachant que tu as de la souplesse sur le pétrole, tu n'en as pas sur le gaz. C'est-à-dire, l'émir du Qatar était à Washington. Mais c'est là où tout cela est quand même très, très intéressant. Parce que, moi, je trouve qu'on ne dit pas assez à quel point les Américains nous donnent quand même une leçon même de renseignement. C'est-à-dire, il était de bon ton de se moquer de Joe Biden il y a 15 jours, parce qu'il donnait la date de l'invasion. Il paraît assez clair que quelqu'un avait vu des plans avec des dates et avec des choses assez précises. Bref. Et donc, l'émir du Qatar était à Washington pour dire « Je suis désolé, les gars, mais toutes nos capacités sont vendues. » On a des contrats à long terme. On a des contrats à long terme. Tu peux pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué en fait qu'avec le pétrole que de réallouer. Enfin, tu peux pas augmenter ta production et tu peux en réallouer, disait-il, 10-15% maximum.
Donc oui, tu es bel et bien piégé. Encore un mot là-dessus, sur cette histoire énergétique Non, il y aura effectivement Denis citait le prix de nos valeurs. C'était tu disais ce prix de nos valeurs, c'est le titre de l'excellent bouquin de Tesmar et Landier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Là, on va avoir une manifestation à grandeur nature justement du prix de nos valeurs. C'est bien beau de mettre des drapeaux ukrainiens sur Facebook et sur Twitter, mais la vraie résistance pour aider justement le peuple ukrainien, ce serait de dire moi j'accepte de payer ma facture d'électricité ou de gaz beaucoup plus cher, j'accepte de perdre 300, 400, 500 euros de pouvoir d'achat. Mais c'est même pas une question de prix, c'est acceptes de couper le chauffage. Il y aura des mécanismes de prix qui se feront, l'ajustement se fera par les prix. Quand tu auras une explosion, c'est là où justement tu diminueras ta consommation. Et du coup, si jamais on n'est pas capable d'accepter, imaginons un scénario un petit peu, on a une augmentation effectivement du prix très forte pour justement inciter à avoir des coupures de courant, et que derrière, il y a des gilets jaunes qui repartent sur le terrain. Et en fait, c'est un blanc-seing pour la propagande poutiniste de dire, regardez, les Occidentaux sont eux les vrais dictateurs qui prennent des décisions contre justement la vie de leur peuple. Donc du coup, eux, ils soutiennent le peuple russe. Donc du coup, moi, je continue dans ma folle escalade parce que je suis soutenu par le peuple. Et c'est ça qu'il faudra faire très attention. Et c'est quelque part, c'est aussi ça, le prix de nos valeurs, c'est à quel prix est-ce qu'on est capable de défendre notre liberté et notre modèle démocratique pour empêcher justement la folie furieuse d'avancer de ce fou furieux. Et si jamais on n'est pas capable de le faire, surtout en période électorale, etc., ça veut dire qu'on ne mérite pas justement la liberté. J'en ai un autre prix de nos valeurs, Erwan, la Pologne. On oublie qu'elle est sous sanctions économiques de la Commission européenne, la Pologne ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la même chose avec la Hongrie, c'est la même chose avec les pays de l'Est. Non, mais c'est parce que, vous l'avez peut-être oublié, mais on n'est pas d'accord avec la façon dont la Pologne analyse sa constitution. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, bim, des sanctions financières sont tombées. C'est-à-dire, les Polonais ne sont pas dans les standards et donc ils n'ont pas droit au plan de relance. C'est ça, exactement. Voilà. L'argent est pris sur le plan de relance. On est là-dedans. On est là-dedans. Il y a le conjoncturel, il y a le long terme. Voilà, il y a ça, c'est du long terme. C'est pour ça, tu vois, naissance de la défense européenne. Justement, allez, on en parle dans un instant sur Bismart. On repart, les amis. Alors, en fait, question fondamentale, c'est on s'amuse avec... assez régulièrement sur It's the Economy Stupid. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, on tourne une page là, vraiment. Ah oui, complètement. En tout cas, de ce qu'on voit, par exemple, sur les positions européennes, et en particulier allemandes, le changement, il est considérable. Pour moi, ce qui va rester de cette crise, au-delà effectivement des problématiques militaires, diplomatiques, de terrain en Europe de l'Est, c'est effectivement le pivot stratégique allemand qui est absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé... Voilà, on est passé de une Allemagne uniquement centrée sur ses propres intérêts, justement économiques, environnementaux, être effectivement ce grand géant économique, mais ce nain stratégique, qui s'adaptait un petit peu à tout et qui voulait... dans l'idéal, devenir une Suisse stratégique, en fait. Et là, d'un seul coup, tout a changé. C'est-à-dire qu'ils exportent des armes vers un pays en guerre, des armes létales, ce qui est un changement pour eux depuis 1945, absolument monstrueux. Faut voir ce que c'est. La semaine dernière, ils n'avaient envoyé que des casques. Exactement. Voilà. Et ils vont dépenser là tout de suite 100 milliards d'euros pour renforcer leur capacité de défense, qu'on a quand même bien besoin. Ils vont dépenser 2% de leur PIB annuel, justement, dans l'armée. Donc ça, c'est les annonces de Scholz hier soir. Ouais, c'est les annonces de Scholz. Ils sont prêts à revenir sur la fin du nucléaire, parce qu'ils en ont besoin. Et en plus, ils nous disent, non mais pour le plan vert, finalement... 2035, c'est quand même beaucoup trop tôt pour arrêter les moteurs à explosion, donc il faudra quand même repousser nettement cette date. Donc, ils ont glissé ça dans le package. Ouais. Mais quel rapport ? Globalement, le fait que c'est quand même notre souveraineté, et puis pour faire des batteries, on a besoin de minerais qu'on n'a pas nécessairement complètement en Europe. C'est une mise à jour complète, quoi. C'est le Vatican II de la coalition allemande. C'est un retournement complet. Et c'est aussi porteur d'espoir, parce que depuis très longtemps, on dit il est absolument incohérent qu'une puissance économique et historique comme l'est l'Allemagne, au cœur de l'Europe, avec ce poids y compris vis-à-vis des Russes, se contente de vouloir vendre ses BMW, ses Mercedes et ses robots à l'extérieur. Il faut absolument qu'il ait quasi une politique de puissance, sinon l'Europe n'arrivera jamais à l'avoir. Et donc là, on est en train de changer complètement. Ce pivot allemand nous porte vers
un nouvel avenir. Alors ça sera compliqué, on le voit dans la partie transition, comme toujours, c'est la partie transition qui va être difficile. Mais là, on tourne la page Deuxième Guerre mondiale et plus récemment, on tourne la page des années Merkel. Clairement, ce côté, on est prudent, on voit, on réfléchit, on regarde un peu nos intérêts. On est passé complètement à autre chose. Mais c'est même en creux, on se l'était dit aussi, Wilfried, mais en creux, c'est même un constat assez dur, sévère, impitoyable sur les années Merkel. Complètement. Non, mais on est totalement d'accord. Pas de pilotage. En fait. Vas-y. Ce serait assez amusant de voir, parce que ce que décrit Wilfried, c'est un nain géostratégique avec une puissance économique colossale que l'on connaît. Il y a un pays qui fait exactement l'inverse, qui a une volonté de puissance, en tout cas une politique revendiquée, une stratégie, géostratégie revendiquée, mais qui en revanche n'a pas du tout l'économie en adéquation avec ses velléités de puissance, c'est la France. Donc justement, comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer ce jeu stratégie, tout pour l'économie, rien pour la stratégie du côté allemand, et on a plutôt l'inverse du côté français. Donc justement, c'est là que se dessine un enjeu de politique européenne, de défense. Denis, on a l'inverse dans les mots. Parce que tu as lu les extraits qui ont été rendus publics ce matin du rapport parlementaire sur l'état de notre armée, sur notre capacité. Avec les 10 jours. Je suis tombé de ma chaise. Ouais. L'effondrement en termes de disponibilité, de chars d'assaut, de chasseurs de combat, enfin du même basique. De munitions. C'est quelques dizaines qu'on peut aligner en fait à l'instant T face à une menace. Donc c'est déjà beaucoup plus qu'en Allemagne. Oui, non, mais d'accord, mais enfin. L'effort budgétaire est constant depuis 2022. Il n'y a pas eu de. Voilà, la différence, c'est que nous, on dépense quand même 45 milliards d'euros par an pour ça. En fait, oui. Erwan, un élément là-dessus. Donc, tu disais naissance d'une défense européenne. De facto. 1954, Communauté européenne de défense. Voilà. Dont le Parlement français a mis son veto d'ailleurs. C'est la France qui avait arrêté. C'est la France qui n'arrêtait pas de le réclamer, mais c'est la France qui a cassé le truc à l'Assemblée nationale. Pour de mauvaises raisons, vous le savez. C'était De Gaulle qui avait tout fait justement pour que ça passe à l'Assemblée, pour qu'il puisse y avoir un veto. Voilà, non, il s'agissait surtout de faire tomber. Mon Dieu, comment s'appelle-t-il, le héros de la gauche Mendes France. Voilà. Absolument. C'est la chute de Mendes France. Et il s'agissait de faire tomber Mendes France, et c'est pour ça que. Il y avait énormément de discussions. C'est pour ça que c'était passé notamment. Donc. Non, mais de facto, elle a émergé ce week-end. De juré, pas encore, mais de facto, effectivement, cette Europe de la défense. Tu crois que c'est un virage à ce point important, fondamental? Parce qu'on le dit tranquillement, mais c'est profondément culturel pour l'Allemagne, ce qui est en train de se passer. La construction se fait parce que les tabous tombent. On a eu une Europe des transferts qui s'est créée l'année dernière parce que justement on a eu, à travers justement la réponse au Covid, on a eu un premier tabou qui est tombé. Là, on a un tabou qui tombe. On a quand même le vice-président de la Commission européenne qui nous dit, effectivement, l'Union européenne va envoyer en tant qu'entité des armes létales justement dans un pays en guerre qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'est un paradigme monstrueux. À côté de ça, vous regardez la réponse de la Suède qui vous dit moi je vais envoyer effectivement des armes aussi. La dernière fois qu'elle a fait, c'était en 1939, quand, notamment par rapport pour aider la Finlande. Donc on est en train effectivement de basculer complètement. La Suisse qui pas du tout l'Union européenne. La Suisse qui dit moi je suis d'accord pour exécuter les sanctions justement SWIFT. Pas les armes. Je suis d'accord pour exécuter les sanctions SWIFT. Donc en fait, on a une Europe de la défense qui est en train de se créer avec des tabous qui tombent comme des dominos, mais vraiment d'heure en heure. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui émerge. Alors, c'est toujours au pied du mur qu'on réalise justement les transformations les plus importantes. Mais moi, je pense, et d'ailleurs, c'est l'ordre du jour du dîner de ce soir entre le couple franco-allemand et Ursula von der Leyen, qui est de dire comment est-ce qu'on matérialise ça, comment est-ce qu'on construit ça. Et moi, je pense que cette Europe de la défense, en fait, elle a émergé d'un coup. Tout le monde, quelque part, la voulait. Tout le monde avait peut-être un peu réfléchi au périmètre. Et là, nécessité faisant loi, elle existe de facto et peut-être qu'elle va exister de juré dans les prochains mois, prochaines semaines. Le prochain tabou qui sera intéressant à examiner, ce sera celui des finances publiques, puisque c'était dans la deuxième partie de l'année 2022 que l'on devait avoir des négociations sur la réactivation de règles européennes, de règles aménagées. Bon, j'ai l'impression que ce débat, il va déjà sacrément bouger. On ne va plus être dans les mêmes termes. On sait très bien qu'on n'allait pas revenir aux règles antérieures, ou en tout cas, il y aurait des aménagements. Mais là, l'ampleur des aménagements va être colossale. La doxa budgétaire va passer par-dessus le bassin-cage, comme elle l'a déjà fait. Elle a été mise en sommeil pendant 2 ans. Là, elle va
être plus clairement probablement. Même évacué. Christian Lindner l'a dit au Parlement hier, au Parlement allemand, hein, puisqu'il a. Ouais, mais lui, il dit tout et le contraire de tout, Lindner. Depuis, je suis ce qu'il dit, moi, depuis 6-8 mois. Là, c'est la première fois qu'il dit clairement que les 100 milliards qu'ils veulent mettre dans leurs forces de défense, ça rentre pas dans l'équilibre budgétaire. C'est à part. C'est pas mal déjà. Enfin, c'est pour les Allemands, c'est déjà. Oui, mais tu vois, il y a donc quand est-ce que la coalition est en place depuis septembre Depuis l'automne, oui. Oui, c'est ça, depuis l'automne, depuis septembre. Donc au départ, il y avait eu cette manip très surprenante de dire il me reste 60 milliards sur l'ensemble de la poche Covid. En fait, je vais la mettre de côté, ce qui est très français, mais normalement pas allemand. Et puis 3 mois après, il fait des déclarations assez incendiaires en disant, enfin, c'est incendiaire pour nous, mais non, finalement, le pacte de stabilité, il n'est pas question d'y toucher. Et surtout, il n'est pas question de toucher à l'exigence du ratio dette sur PIB, qui aujourd'hui n'a quand même plus aucun sens pour nous, enfin, absolument aucun sens. Et donc, tu as tout un programme. Je crois que le budget allemand est présenté la semaine prochaine, et donc tu as tout un programme pluriannuel de retour à 60% de dette sur PIB. Maintenant, il change à nouveau d'avis. Bon, c'est un centriste en même temps, on ne peut pas lui en vouloir, mais voilà. Et surtout, effectivement, c'est au pied du mur. Enfin, au pied du mur, on se dit, finalement, j'attends de voir. C'était vachement important, mais c'est peut-être moins important que mes frontières, en fait. Oui, c'est un peu ce qu'a dit aussi le ministre de l'économie néerlandais de tout à l'heure. On voit bien qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire à tous les niveaux. La question, c'est jusqu'où va-t-on déplacer les curseurs ? Parce qu'effectivement, on va le mettre sous l'auspice de l'Europe de la défense. Après, les enjeux climatiques, est-ce qu'ils seront aussi évacués ? Non, avant les enjeux climatiques, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, les Polonais, les Hongrois. Oui, aussi. Voilà, ils sont quand même les parias de l'Europe, et donc ça veut dire que... il va falloir les réintégrer. À un moment, voilà, le prix de nos valeurs, comme tu disais. Non, mais le truc, c'est qu'il faut voir aussi, vous avez regardé un petit peu Boris Johnson, ce qu'il dit, alors on est loin justement d'annuler le Brexit, mais lui, il a besoin aussi de se regonfler un peu. Ouais, lui, il a un autre agenda, lui. Il a un autre agenda, mais même, en fait, le sentiment, il y avait un ambassadeur hier sur un plateau d'une chaîne concurrente qui disait, à juste titre, qui disait, en fait, maintenant, on est en train de se rendre compte que ce que disent les Européens aujourd'hui, c'est que c'est plus important ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Et je pense que la peur, parce que je pense qu'il y a vraiment une peur qui doit tétaniser, de se dire jusqu'où va aller Poutine, si on l'arrête pas à l'Ukraine, il va continuer. Son plan est simple. Des pays baltes, je pense que tout le monde a en tête pour l'Union européenne, c'est les pays baltes. Pas tellement la Moldavie et pas tellement la Géorgie, mais est-ce qu'il peut aller chercher l'Estonie et son 1,5 million d'habitants qui va aller mourir pour l'Estonie. Enfin, voilà, donc il faut... Surtout que son plan, en plus, il l'a dit depuis longtemps. C'est un des seuls dirigeants qui écrit dans des revues universitaires. Il en a écrit un papier il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, où il dit de toute façon, il se revendique comme étant l'héritier d'Alexandre II et de Staline. Et lui, son rêve, c'est de reconstituer justement cet empire-là. Et les Européens le savent très bien, et ils profitent justement de la division des Européens. Donc il voulait de toute façon supprimer l'Union européenne, il l'a renforcée. Il voulait avoir la peau de l'OTAN, il l'a renforcée. Il voulait la peau de Zelensky, il en a transformé en un héros national, voire mondial. Donc, quelque part, il est aussi en train d'échouer là-dessus. Je pense que c'est pour ça que je trouve que le sentiment européen qui est en train de remonter un petit peu, il y a presque un sentiment européiste et le fait d'avoir des nations qui soient aussi comment dire, unies. Enfin, regardez sur SWIFT, la semaine dernière, on se posait la question, on se disait, est-ce que l'Allemagne va pas mettre son veto sur les sanctions SWIFT, justement, à cause du coût du gaz ? Non, en 24 heures, ça a été balayé. Et on dit, on suit, tant pis pour les conséquences. Enfin, balayé, non, pas tout à fait balayé. De ce que je comprends... En apparence. Voilà. En apparence. De ce que je comprends, SWIFT reste en place. Enfin, pas pour toutes les banques. J'ai lu que les gens chez SWIFT, là, non, ils aimeraient avoir quelques explications. Moi, ce que j'ai lu là, c'est que les gens chez SWIFT allaient se tourner vers la Commission européenne pour essayer de comprendre quelle était exactement l'ampleur des sanctions. C'est-à-dire qu'on est dans le déclaratif, là, quand même, beaucoup. Tout ce qui touche à Gazprom qui ne sera pas concerné. Exactement. Parce qu'on a besoin, vous avez certaines filiales. Sauf qu'il faut que tu saches exactement avec quelle banque. Oui, bien sûr, mais. Enfin, voilà, où se jouent les compensations. C'est une question de symbole. Ce qui compte en temps de guerre, c'est pas de savoir la dentelle dans laquelle SWIFT est déconnecté, c'est qu'on envoie comme signal de dire SWIFT est déconnecté. On envoie comme signal de dire la Banque centrale russe a un embargo. C'est pas après le détail. Denis ? Je voulais ajouter deux points sur ce que tu évoquais là, sur les renforcements, en fait, les produits, les contre-produits auxquels aboutit la décision de Poutine, le renforcement des Européens, alors qu'il voulait justement le délitement de l'Union européenne. C'est aussi le retour des Américains en Europe. Oui. Les Américains se désengageaient de l'Europe. Enfin, il y avait des sorties de troupes américaines. Là, elles vont revenir un petit peu plus. Et puis, Poutine cherchait aussi... Va pas trop vite, là, Denis. Va pas trop vite. Attends, midterms elections qui arrivent... Mais t'as vu ce que déclare Trump, enfin attention. Il y a quand même un tournant. Si tu veux, le deuxième point de bascule... J'achète ce que vous dites sur l'Europe, pas du tout sur les États-Unis. D'accord. On va voir, mais... L'isolationnisme, c'est...
c'est le cœur de l'Amérique. Oui. Les moments où tout à coup elle se dit qu'elle peut être gendarme du monde, c'est des moments en fait qui sont moins américains que les moments où elle est recentrée sur elle-même. Hein. Pour reprendre ce que dit Denis, là, on retourne aux fondamentaux anti-russes. Et à part une partie du parti républicain maintenant, qui effectivement est plutôt admiratif de Poutine, hein, ça rappelle des gens chez nous. Bah oui. Voilà. Mais c'est une toute petite partie de l'opinion publique. On voit que depuis quelques jours, ça bascule parce que justement, on retrouve les vieux réflexes du vieil ennemi russe. C'est pas être gendarme du monde en disant je vais intervenir en Syrie et au Mali. Ça, c'est sûr que non. Ça, et même le Moyen-Orient, c'est terminé parce qu'il y a plus d'impact sur le pétrole. Donc c'est pas le sujet. Mais en revanche, dire notre ennemi héréditaire russe, le pacte de Varsovie, peut avancer ses chars sans qu'on fasse rien. Là, c'est différent là. Et également avec le jeu avec la Chine. Enfin, Poutine a aussi une crainte qui est celle de la vassalisation vis-à-vis de la Chine. Là, il risque de ce risque-là risque de se renforcer encore un petit peu plus avec les approvisionnements, les débouchés plutôt de plus en plus vers la Chine. Le financement, il faudra bien qu'il le trouve quelque part. Le financement extérieur, je ne pense pas qu'il va s'accrocher au yuan, mais en tout cas, il va avoir besoin d'autres types de devises et peut-être qu'il en trouvera une partie auprès de la Chine. Et pour défendre Taïwan, il faut avec le bien nommé fleuve Amour, nous n'avons pas oublié le bien nommé fleuve Amour dans nos études de géographie entre la Chine et la Russie. Bon, mais c'est la question. Alors alors allons-y sur cette question-là parce que effectivement la question c'est Taïwan prochaine étape. Ça semble d'ores et déjà écrit. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, à la fois économiquement et militairement et diplomatiquement, c'est pour les Chinois un test parfait de qu'est-ce qui pourrait se passer pour eux si jamais ils décidaient d'aller vers Taïwan. C'est à la fois comment est-ce qu'on résiste aux sanctions, est-ce que ce que disait Denis à l'instant, est-ce que l'axe qu'on est en train de créer, je pose ce terme pas tout à fait au hasard, entre la Russie et la Chine, avec ce fameux système CIPS qui remplace SWIFT, et le Han, est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il nous permet, entre un pays très riche en matières premières et un pays riche en technologie et en hommes, est-ce qu'il nous permet de construire cette alliance qui va nous permettre de nous isoler, de faire une espèce de tectonique de plaques différente? Si la réponse est oui. Mais ça peut pas être oui la réponse, Wilfried. Là encore, c'est pas possible. Mais ils se détestent, enfin. Je veux dire, pour l'instant, c'est une alliance. Là, c'est des siècles d'histoire. Oui, c'est même encore pire que les États-Unis et les Russes. C'est aujourd'hui une alliance de circonstances où chacun y a intérêt, au moins pour les 10 prochaines années. Je ne dis pas pour les 50 prochaines années. Tout ce qui importe à Xi Jinping, c'est que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il puisse compter sur son approvisionnement en matières premières avec le yuan, sans dépendre du dollar, voir que tout fonctionne. Si c'est le cas, effectivement, il se dit, au moins cet aspect-là, je peux le gérer. Il me restera à gérer l'aspect militaire. D'où l'importance de ce que disait Denis, c'est-à-dire que si les Américains se détournent complètement de la frontière européenne, à ce moment-là, après l'histoire de l'Afghanistan, les Chinois peuvent dire ils se détourneront aussi de Taïwan. Oui, tout à fait. Donc il y a une question, je dois intervenir quand même. Il y a un autre point aussi sur la Chine qui est très important et qui d'ailleurs peut donner à réfléchir sur une étape suivante de sanctions. C'est que jusqu'à présent, les trains de la Belt and Road Initiative, des nouvelles routes de la soie, les trains pour l'instant ils continuent de circuler. Et c'est tout à fait vital pour la Chine d'avoir cette chaîne logistique qui est installée, qui transite par la Russie, qui passe en partie aussi par l'Ukraine, d'avoir cette chaîne qui la relie à l'Europe sans passer par le maritime est tout à fait fondamental. Si jamais il y a un arrêt de la circulation des trains, là, cela crée des difficultés parce que ça viendra de la Russie. Cela créera. Tu as des trains qui viennent de Russie, qui traversent l'Ukraine là en ce moment, qui viennent de Chine, passent par la Russie. Ouais. Et traverse l'Ukraine là en ce moment tranquillement. Effectivement, quelqu'un qui s'occupe tranquillement, je sais pas. J'ai pris la de quelqu'un qui s'occupe de logistique justement et qui pour l'instant ça continue de circuler. Mais c'est la grande inquiétude justement. C'est la grande inquiétude de voir s'interrompre cette circulation parce qu'à un moment c'est un lien très important et Dieu sait que ce projet BRI pour Xi Jinping il est fondamental. Mais si ce lien commence à être... J'imagine l'annonce en raison d'une panne de signalisation. Oui, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse. Un incident affectant la voie. Mais alors ça, justement, Denis, là-dessus, c'est-à-dire, on sait que les entreprises, de toute façon, sont mobilisées sur cette affaire de chaîne logistique. Bon, ça renforce les velléités de l'ensemble de ceux qui disent... On est rentré dans une nouvelle ère, une ère de confrontation, on ne peut plus avoir de dépendance
avec l'autre bout de la planète sur des éléments qui sont des éléments critiques. Je pense que là, la messe est dite là-dessus. Oui, et les investissements vont se multiplier. Enfin, ils sont déjà très très importants, mais ça ne fera que renforcer les velléités là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une réflexion stratégique qui était très forte au niveau de la Commission européenne, qui avait sorti un rapport qui pointait les dépendances que l'on pouvait avoir sur certaines matières. La Commission européenne, mais des entreprises, enfin, tu les connais comme moi. Ils sont obsédés par cette question maintenant depuis 6 mois. Exactement. De toute façon, ça a commencé avec les semi-conducteurs, et c'est intéressant d'avoir eu ce premier test avec les semi-conducteurs, et puis également avec certains matériaux critiques, le magnésium par exemple, qui produit à 95% en Chine, qui montre bien l'extrême fragilité. Donc tout ce qui est aujourd'hui en termes de recherche de ressources alternatives commence à remonter en puissance. Je ne dis pas qu'on va exploiter du gaz de schiste en Europe. Je ne pense pas que ça, ce serait l'étape finale. Je ne suis pas certain que ça va tout de suite revenir sur le tapis. On en est au lithium quand même. Tu as suivi. Ça peut arriver vite. Barbara Pompili dit on va aller chercher du lithium. Donc on va voir comment ça. Oui, non, mais. Enfin, il faut peut-être regarder toutes les options. Erwan, un mot là-dessus, la partie chinoise, etc., avant qu'on revienne, parce qu'on a quand même des considérations franco-françaises à analyser. La Chine, effectivement, c'est un peu la crainte qu'on a tous, que beaucoup d'analystes ont, mais il y a d'autres analyses un peu plus anciennes qui vous disent que la Chine ne bougera pas sur Taïwan tant qu'effectivement les Américains ne sont pas autosuffisants en micropuces. Parce que du coup, ils auraient moins d'intérêt, moins d'incitation tout simplement à les défendre. Si demain, la Chine effectivement envahit Taïwan, demain, les États-Unis se retrouvent complètement coupés de leur approvisionnement. Donc on sait que Tesla, Apple, etc., ils en ont déjà pas mal souffert pendant le premier confinement. Là, il y aurait un vrai problème économique. Les Américains, ils ne bougent pas par grand humanisme, ils bougent surtout par intérêts commerciaux et par intérêts économiques. Si jamais ils n'ont pas... Donc vous avez certains analystes qui estiment, moi je ne suis pas compétent sur la question, qui estiment qu'en fait, tant que les Américains ne sont pas autosuffisants sur les micropuces, ils n'iront pas justement, ils ne se battront pas pour Taïwan. Et c'est quoi, c'est 3-4 ans? C'est ça, ouais. Ce qui me permet de dire d'ailleurs, parce qu'on brocarde régulièrement les économistes et leur capacité à se gourer. C'est quoi l'économiste a été inventé pour donner un peu de crédibilité aux astrologues. Météorologue. Ou météorologue, je préfère encore avec les astrologues. Oui, je préfère encore avec les astrologues. Bon, les analystes diplomatiques, les spécialistes des relations internationales ont également été inventés. Globalement, je pense que la profession d'astrologue a décidément beaucoup d'avenir. Comme les médecins il y a 2 ans sont tous tombés. Voilà, il y a peu de certitude dans ce bas monde. Donc, en ce qui nous concerne, nous Français, on a vu retour du risque politique sur les entreprises, etc. Chaîne logistique fragilisée. Impact sur la croissance, inflation, tout ça. Comment est-ce que... Ouais, le scénario qui se dessine... Le macroéconomiste, là, Denis, ça ressemble un peu à de la stagflation, ce qui est le scénario qui était un peu le scénario adverse que tout le monde avait plus ou moins en tête. Mais celui-ci, il prend quand même plus de corps. Parce que, on en parlait ici jeudi, alors pardon, mais les indices PMI de février, ils étaient quand même... Ils pétaient le feu, quoi. Oui, tout à fait. Et ça peut casser cette dynamique-là. En tout cas, ça va ralentir la croissance, parce qu'on avait déjà une croissance qui était quand même sur un mode un petit peu décrescendo. Mais bon, après une année 2021 qui est quand même très positive, donc on fait du décrescendo en 2022. Là, le décrescendo, il sera probablement un petit peu plus rapide, parce que c'est un prélèvement. Donc tu dis quoi? On était sur 4 points et demi sur 2022, c'est ça? 4, c'était l'hypothèse du gouvernement. Nous, on a été déjà un petit peu plus bas, on était à 3,7. Là, on va sortir nos prochaines prévisions. On sera peut-être à 3,5, quelque part entre 3 et 3,5. Ah oui, d'accord, donc ça reste très, Philippe Lane, très raisonnable. Avec l'acquis de croissance, ça veut dire qu'on baisse vraiment. Oui, parce que ça veut dire que comme tu as en acquis de croissance, tu as déjà 2,4, ça veut dire qu'en cours d'année 2022, tu n'en fais pas beaucoup. Philippe Lane, le chief économiste de la BCE, a évalué sur le dos d'une enveloppe, pour l'instant, l'impact à 0,3, 0,4 points. Pour l'instant. C'était avant. Non, mais ça me rassure, ça. Le gars, le dos d'une enveloppe, il a juste le système monétaire mondial entre les mains. Bon, on va vous faire ça à combien, les gars? Allez, 0,3, 0,4. On vous le fait à 0,4. Allez, on vous le fait à 0,4. Allez, c'est parti. Tout dépend de l'ampleur du choc que tu as sur les prix des matières premières, les prix des produits énergétiques. C'est ça qui va te faire la différence. Et tu as eu aussi, d'ailleurs, un papier qui était assez intéressant, plutôt une suite de tweets qui a été faite par Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, qui expliquait qu'en gros, face au choc stagflationniste qui pourrait intervenir, c'est l'intervention de la politique budgétaire qui aujourd'hui serait requise. Et donc, les chèques énergie, tels qu'on les a déjà mis en œuvre,
c'est quelque chose qui serait adopté dans la plupart des pays. Et donc on en revient à nos fameuses banques centrales. Toujours. On en vient toujours. Wilfried, Bah, on en revient toujours aux banques centrales. Bien Et sûr. donc les remontées de taux prévues, l'ensemble du système qui s'inversait et tout. Je pense que ça va être un petit peu décalé. On oublie. Ouais. Ouais, je pense. Bah, en fait, c'est toujours pareil. Dans ces chocs-là, hein, on a à la fois le premier choc, c'est toujours sur les matières premières. Le deuxième, c'est effectivement sur les coûts de financement, globalement. C'est-à-dire que est-ce que le prix du risque augmente tellement que les coûts de financement montent? C'est là où on a besoin des banques centrales. Et après, là aussi, on a besoin des banques centrales, c'est les anticipations des acteurs. Est-ce que globalement, les anticipations vont faire en sorte que ça bouge? Et là, clairement, le rôle des banques centrales, d'abord pour ce qu'on a expliqué à l'instant, c'est-à-dire pour garantir la liquidité et la stabilité financière du système, est importante. Moi, j'ai noté d'ailleurs que jeudi, pour la première fois, donc le jour de l'invasion, pour la première fois depuis très longtemps, Christine Lagarde, dans son intervention, a mentionné la stabilité financière comme étant un objectif de la Banque Centrale Européenne. Ça faisait des mois qu'elle ne mentionnait plus la stabilité financière comme étant un objectif. Elle mentionnait uniquement la stabilité des prix. Ah, On était de retour vers, oui, vers le truc standard, la stabilité des prix. Là, de nouveau, on commence à avoir le discours sur oui, mais stabilité des prix, ok, mais stabilité financière. Donc je pense qu'il va y avoir un effort très fort réalisé sur justement ces fameuses contreparties pour assurer la liquidité du système, et puis pour faire en sorte que les coûts de financement ne montent pas, en tout cas trop violemment, trop vite. Je pense que l'objectif de remonter graduellement les taux reste quand même dans la tête des banques centrales. La Banque Centrale Européenne sera probablement beaucoup plus prudente. Mais en termes de vitesse et de signal donné au marché, on va probablement changer un peu de discours. Ce sera plus le... D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, on avait dans la réserve fédérale, sur les marchés, on avait plus de 50 à 60% de chances qu'on ait une hausse de 0,5%, de 50 points de base dès le mois de mars. Là, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune chance qu'on ait une hausse de 50 points de base. C'est quasiment terminé. Oui, une hausse de 25, oui, donc beaucoup plus graduelle qu'avant. Erwan, comment est-ce que tu regardes ça? Impact sur notre croissance, inflation, tout, oui. Grand point d'interrogation. Complètement. Moi, Après ce qu'on vient de dire sur l'astrologie, tu vas Ah non, non, sur ce qui est assez sage, je le reconnais. Il y a 2 ans, il y a un mec qui a mangé un pangalon pas frais, on a pris 8% de récession. Là, quand c'est un dictateur qui attaque le pays d'à côté, je ne dirais pas dans quel... Je lis les études de Rexecode qui sont toujours d'une grande fiabilité, donc on attend... Très grande qualité. Et de très grande qualité. Ouais, absolument. Attendez, parce que là, Surtout les PowerPoint. Ouais. Moi, c'est surtout les PowerPoint de Rexecode que je kiffe. Ah ouais, c'est vrai On que- sent les dimanches Très bon, après-midi sur les studieux là, sur les PowerPoint. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Si on n'a pas été trop mauvais dernièrement, on a dit pour cette année 3,7, peut-être 3,5. On va baisser petit à petit parce qu'il y a un peu plus d'inflation. Mais pour 2023, on a dit 0,7%. 0,7%, mais tout simplement parce que tu sors des dispositifs de stimulation budgétaire très importantes. On ne fait pas revenir une grosse partie de l'épargne qui a été accumulée. Et on va pas en sortir dépense. puisqu'on va être dans notre grand plan Marshall allemand pour industrie de défense, Exactement. terminaux GNL, 14 centrales nucléaires, enfin voilà. Exactement, mais c'est là, Voilà. c'est là où justement Voilà. on reboucle avec toute notre discussion, c'est est-ce que spontanément on aurait dû avoir un ralentissement de la croissance quand même assez marqué sur 2023, en tout cas c'est le pari que l'on faisait, est-ce que justement tout ce qui se met en place en ce moment sera un vecteur d'une simulation comme l'a été la période post-Covid. Et si ça vient des Allemands, ce serait encore plus beau que ce soit les Allemands qui créent du déficit pour créer de la croissance européenne. Alors là, on serait, de toute façon, on est en renversement de toutes nos valeurs et toutes nos de tous les tabous en ce moment. Donc Ouais. Oui, mais tu es d'accord, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Les gars qui disent... D'ailleurs, je crois que c'est Scholz qui l'a dit, on change d'avis parce qu'on change d'époque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est assez sain et légitime comme oui, comportement que Mais bien sûr. ça ne remet pas en cause la nécessité d'une rigueur budgétaire à d'autres époques. Enfin, c'est ça que je veux dire. Ça ouvre le champ des possibles à toutes les possibilités, justement. On a, Denis citait le prochain tabou à tomber, le tabou fiscal et le tabou budgétaire. Moi, je pense qu'effectivement, ça va tomber. Enfin, là, ça va. Le premier tombé, l'Europe de la défense, c'était quand même un tabou diplomatique et européen qui était quand même. Enfin, c'était épidermique, cette opposition-là. Et là, vu que c'est tombé, je pense que tout peut tomber, effectivement. On peut reprendre peut-être
le rapport McCarthy, justement, tiens, il nous faut 7% de budget européen pour aller vers l'intégration, les modèles de Mundell, etc. Et puis du coup, derrière... C'est quoi ces gens-là, McCarthy, Mundell? McCarthy, c'est un rapport en 68, 69, si je ne dis pas de bêtises, 73, pardon, qui disait qu'en fait, pour que l'Europe soit vraiment efficace, l'Union européenne soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait un budget d'ador dans un premier temps de 5% du budget, enfin de 5% du PIB de la zone, puis après 7%, et on sera vers l'optimum 11%. Pour rééquilibrer les pour aller vers zones économiques. une intégration. Voilà, c'est l'intégration qui a été décrite par Mundell. Puis il y a Bella Bellassa, qui est un économiste 61, qui dit justement qu'en fait, pour que l'Europe soit optimale, il faut du coup qu'il y ait une intégration politique à la monnaie. On y va. Oui, parce que effectivement, même si les tabous sautent, il y aura un besoin de règles. Bien sûr, mais il y aura besoin de se redonner du curseur. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est une fois que le feu de l'urgence aura diminué, parce qu'il va diminuer inéluctablement, qu'est-ce qui va rester de cet élan ? C'est-à-dire que là, on parle, et je pense avec tous beaucoup d'enthousiasme, et moi le premier, du fait que effectivement on change d'époque et donc on bascule vers autre chose. Évidemment, le feu de l'urgence va baisser, forcément. Enfin, je l'espère, parce que sinon on aura peut-être d'autres sujets que effectivement le déficit budgétaire. Face à ça, comment est-ce que effectivement les comptables qui vont regarder les déficits vont agir ? Est-ce qu'ils vont à quelle vitesse est-ce que les modèles vont évoluer, hein ? On disait on a des modèles extrêmement puissants. Les modèles, ils ont été conçus justement pour garantir la stabilité budgétaire, etc. Dans un monde de paix et dans un monde dans un monde plat. On n'est plus dans ce monde-là, en fait. Mais ça veut dire que c'est ça, en fait. Le vrai choc, c'est pas la pandémie, c'est ce qu'on vit depuis 4 jours. Ah oui, complètement. Le vrai monde d'après, en fait, il se dessine là, maintenant. Il a été parce qu'on pourrait être, en fait, dans la situation de ceux, et on en faisait partie, qui parlaient du monde d'après pendant le confinement, tu vois. Il a été un peu préparé. Il s'est rien passé du tout. En fait, il a été un peu préparé parce que justement, il y avait cette logique de résilience et d'indépendance sur des problématiques effectivement vivrières étaient là, pas sur des problématiques de défense, mais étaient là. Et là, on a d'un seul coup élargi ces problématiques effectivement à des choses beaucoup plus générales et beaucoup plus structurelles aussi. Donc, on va voir comment est-ce qu'en pratique ça va se faire. Après 91, il y avait Francis Fukuyama qui avait sorti son fameux bouquin « La fin de l'histoire ». Maintenant, j'attends qui va sortir le bouquin « Le début de l'histoire » parce qu'on voit bien qu'on est en train d'avoir quelque chose qui change radicalement et sur tous les points de vue. Théorie à laquelle j'ai profondément cru, hein. Mais profondément, sur la fin de l'histoire. C'est vraiment... tu fais bien de citer ce bouquin, un peu ardu à lire, donc comme visiblement il est dépassé... Allez lire autre chose, mais enfin bon. Il y a des analyses intéressantes. Il y a des analyses intéressantes. N'empêche que le fondement qui est un peu le nôtre quand même globalement, qui est de dire justement, il dit economy stupid, c'est-à-dire à partir du moment où tu te retrouves stabilisé, en sécurité, dans une économie sociale de marché, alors tu ne fais plus la guerre. Globalement, c'est ça la thèse de Fukuyama. Bon, non. Déjà en 1914, on était déjà très intégrés et puis ça ne nous a pas empêchés. Voilà, c'est ça. Donc, force est de constater. L'histoire revient. L'histoire revient. On a fait le tour. Il reste 1 minute sur notre campagne électorale. Un truc à dire. Il y aura un impact, tout ça, machin. Impact. Il y aura un impact, oui. Il y aura un impact. Mais évidemment, comme tous les astrologues, on ne sait pas exactement quel sera l'impact. Mais oui, il y aura pour le président en place, non, dans ce genre de légitimité. Ça, oui, c'est une forme de légitimité. Ouais. C'est légitime. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en campagne présidentielle, on vote aussi pour le chef des armées. Quand on voit que quelques principaux candidats, justement, sont prêts à s'afféoder, justement, à une puissance belligérante étrangère qui nous attaque, on juge une campagne présidentielle aussi, pas que sur son programme économique ou pas que sur le nombre de fonctionnaires qui veut diminuer, sur sa capacité à agir en chef d'État. Et là, à mon avis, il y en a 2 voire 3 qui se sont complètement disqualifiés ces derniers jours. Donc c'est pour ça que la campagne continue et elle s'intensifie sur d'autres sujets, à mon avis. Sans être astrologue. Mais... Bon, merci les amis. Rediffusion. Justement, je crois que tu avais participé, Erwan, à une émission passionnante sur la refondation du capitalisme qu'on avait faite en décembre dernier. Oui. Voilà, donc ça va faire partie des émissions qu'on va vous rediffuser là d'ici lundi pour qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble. Et puis donc on se retrouve lundi. Bonne semaine à vous.